Bonjour à tous et à toutes. Quand j'interviens, je précise en France, ça a son importance dans un colloque d'historiens. En général, on me réserve la dernière intervention, l'intervention récréative sur l'Uchronie pour terminer en s'amusant. Et je note avec un certain intérêt, parce qu'on n'a pas fait exprès, vous ne m'avez pas proposé l'intervention du vendredi, que dans ce colloque précisément sur Waterloo, ça n'est pas le cas. Et il y a, à mon avis, des raisons que je vais développer dans un instant. Tout d'abord, pour qu'on soit tous à égalité, quelques mots sur le mot uchronie en tant que tel. L'Uchronie, le terme a été forgé par Charles Renouvier au XIXe siècle, en 1857, dans la Revue philosophique et religieuse, dans lequel il commence à élaborer un texte qu'il va développer sur quelques décennies, qui s'appelle justement Uchronie, et dans lequel il refait, je cite, l'histoire logiquement telle qu'elle aurait pu être depuis la succession de Marc Aurèle, où un certain Avidus Cassius lui succède au lieu de Commode, et refait l'histoire, et développe l'histoire, une histoire de réforme, cette fois, une histoire très différente de la nôtre sur près de 1000 ans, Renouvier poussant le détail jusqu'à imaginer l'histoire des arts, l'histoire des sciences parallèles. Donc, on l'aura compris, l'Uchronie, ça n'est pas le négationnisme, on ne nie pas l'histoire. Ça n'est pas l'histoire secrète, ça n'est pas le masque de fer qui serait le jumeau de Louis XIV, mais finalement, ce serait vrai ou pas vrai, ça ne change rien au monde tel qu'on le connaît. C'est un point de divergence bien précis dans l'histoire, et à partir de ce point de divergence, une ligne, alors pour le coup pas parallèle à tort, puisque ça ne peut pas être parallèle, divergente, qui va décrire un univers qui évolue indépendamment d'une autre. L'Uchronie entretient, dès sa création, j'ai envie de dire, des liens forts avec Napoléon. Alors, parler de Waterloo et de l'Uchronie, en fait, c'est un prétexte pour parler de Napoléon et de l'Uchronie, car le domaine est beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, moi, je recense environ 3200, 3300 textes uchroniques ou à caractère uchronique en à peu près 35-36 langues différentes dans le monde. Je les possède quasiment tous d'ailleurs, donc pour ceux que ça intéresse. Et je dirais, certes, loin derrière la Seconde Guerre mondiale, qui vraiment fait cavalier seul devant, arrivent les uchronies à point de divergence napoléonienne, et ce, devant Jésus-Christ, devant l'Empire romain au sens large, et devant la météorite du Yucatan et les dinosaures, bien sûr. C'est pour dire quand même qu'encore aujourd'hui, toujours confondus, les points de divergence mettant en scène l'empereur, pas forcément à Waterloo, restent nombreux et intéressants. Et le premier objet véritablement uchronique, c'est-à-dire ce que j'appelle un texte à caractère uchronique par rapport à une uchronie, c'est un essai qui n'a rien d'uchronique, dans lequel, tout d'un coup, dans un paragraphe ou quelques lignes, l'auteur s'amuse à faire de l'uchronie. Donc là, il y en a un certain nombre, et en particulier sur le Essie Grouchy, n'est-ce pas, mais sans réel développement, pas plus de quelques lignes à tout casser. Par contre, une uchronie en tant que telle, c'est un roman, une nouvelle, un essai, un scénario, parce que si c'est écrit par un historien, qui a vraiment pour but de faire une uchronie du début jusqu'à la fin. Et le premier véritable objet de cette nature-là, il est écrit par un Français, Louis Geoffroy, en 1836, et il s'appelle Napoléon ou la conquête du monde. Et si je vous en parle un petit peu, c'est parce que, chose surprenante, devrais-je dire, Louis Geoffroy a l'intelligence de ne pas prendre Waterloo comme point de divergence. Et je développerai peut-être tout à l'heure, si on me laisse quelques minutes, l'intelligence, le terme intelligence, puisque lui, il fait diverger l'histoire devant Moscou en flammes en 1812. Et évidemment, à partir de ce moment-là, nous sommes dans un grand roman à la fois. D'ailleurs, c'est très difficile pour ceux qui le lisent de savoir si on est dans la parodie ou dans l'admiration sublime. Parce que l'empereur, bien entendu, va conquérir la Russie, mais ne va pas s'arrêter là. Il va aller jusqu'au Japon, puis en Chine, puis il va conquérir l'Australie. Et d'ailleurs, au passage, il va découvrir une mer intérieure, parce que je rappelle qu'à cette époque-là, l'Australie n'est pas totalement cartographiée. Revenant par le cap de Bonne-Espérance, il remonte, il invente d'ailleurs la solution scorbut, il n'y a pas de raison. L'empereur s'entourant toujours, et ça c'est une spécificité de Napoléon, l'empereur s'est toujours entouré de scientifiques, dès les campagnes d'Égypte. Notamment quand ces scientifiques pouvaient avoir d'intérêt pour les campagnes militaires, et remontant bien entendu pour rentrer chez lui après cette grande victoire et avant de conquérir l'Amérique, il va passer au large de Sainte-Hélène. Et là, Geoffroy invente l'une des deux grandes figures de style de l'Uchronie, qui est ce que j'appelle moi le clin d'œil au lecteur. Parce que dans cet univers-là, Sainte-Hélène, ça n'a pas de sens.
puisque l'histoire a divergé en 1812, donc Napoléon ne finira pas à Sainte-Hélène. Pourtant, à l'approche de Sainte-Hélène, il est pris de sombres troubles, on le croit malade, il s'enferme dans sa cabine, il n'en sort pas pendant 3 jours, il fait arrêter l'escadre, et quand il en sort, il fait raser Sainte-Hélène jusqu'au dernier rocher. Bon. Donc évidemment, vous l'aurez compris, le lecteur, lui, apprécie, les personnages de cet univers sont juste estomaqués en se demandant quelle mouche a piqué l'empereur. Et Geoffroy invente, parce qu'il a tout inventé, rendons-lui cela, invente la 2e grande figure de style de l'Uchronique, ce qui est la mise en abîme, puisque dans un chapitre qui arrive vers la fin, une prétendue histoire, alors là, Napoléon est devenu Dieu, carrément Dieu, voilà, puisqu'une supernova a éclaté dans l'univers lorsqu'il a fini la conquête du monde. Geoffroy dit que sous le manteau dans Paris circulerait un livre très bizarre qui s'appellerait d'ailleurs une prétendue histoire, qu'on interdit bien sûr, dans lequel on décrirait que l'empereur aurait pu, dans un univers parallèle, sombrer dans une bourgade inconnue du nom de Waterloo en Belgique. Voilà. Donc, on voit là vraiment toute l'Uchronie est mise en place par Geoffroy. L'Uchronie napoléonienne, évidemment, elle fait poison. Alors, les historiens sont extraordinairement nombreux au regard d'un texte à écrire sur Napoléon et sur Waterloo en particulier, et puisqu'apparemment, ici même, je n'ai pas pu participer ce matin, mais rien que cet après-midi, on fait belle part à Chateaubriand, je ne peux pas résister à vous lire dès 1814. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le premier à avoir fait une réflexion uchronique sur Napoléon. Il écrit donc dans De Bonaparte et des Bourbons, dans ses mélanges politiques et littéraires, si au lieu d'avoir recours à ces ruses dignes de Borgia, Bonaparte, par une politique toujours criminelle mais plus habile, eut sous un prétexte quelconque déclaré la guerre au roi d'Espagne, s'il se fut annoncé comme le vengeur des Castillans opprimés par le prince de la paix, s'il eût caressé la fierté espagnole ménagée des ordres religieux, il est probable qu'il eût réussi, même faute pour la Russie au mois d'octobre 1812, et s'il s'était arrêté sur les bords de la Dunas, s'il se fut contenté de prendre Riga, de cantonner pendant l'hiver son armée de 600 000 hommes, d'organiser la Pologne derrière lui, au retour du printemps, il eût peut-être mis en péril l'empire des tsars. Je pense qu'on a là certainement la première réflexion uchronique sur Napoléon. Alors, au XIXe siècle, il y a un certain nombre, et mes collègues en ont déjà cité, je suis sûr que d'ailleurs quasiment tous les conférenciers vont en trouver, un certain nombre de textes à caractère uchronique, pas que par des historiens ou pas que dans des livres d'histoire. Par exemple, en 1872, Auguste Blanqui, dans un traité astronomique, et non pas dans un acte politique, qui s'appelle L'éternité par les astres, imagine dans les tout derniers chapitres, alors Blanqui, pour décrire que l'univers est vaste à ses lecteurs, c'est sur la fin de l'ouvrage, il n'imagine pas les univers parallèles, on ne peut pas imaginer les univers parallèles avant Everett et avant les théories d'Everett dans les années 30, la physique n'est pas à ce niveau-là, donc il imagine que l'univers étant tellement vaste, il doit bien exister quelque part des clones de la Terre, des terres doubles dans lesquelles, par exemple, Napoléon a gagné Waterloo. Voilà, donc, et puis il en fait d'autres comme ça. Et Stéphane Jay Gould lui répondra d'ailleurs presque un siècle après, dans un de ses textes célèbres aussi, en imaginant des uchronies avec des évolutions très différentes. Et il cite aussi Waterloo. Voilà. Robert Harron, que vous connaissez tous, avec Victoire à Waterloo en 1937, où l'empereur gagne, et un petit peu comme d'ailleurs dans Geoffroy, tout à la fin, quand il a gagné, il est pris de lassitude et il abdique. Voilà, donc apparemment, beaucoup d'auteurs sont paralysés par la victoire à Waterloo ou la conquête complète de l'empereur, et ils n'imaginent pas d'autre fin qu'une grande abdication, où voilà, quand il n'a plus de conquête devant lui, il n'avance plus. Et chose intéressante, parce que je vais y revenir dans un instant, Robert Harron imagine ensuite la mise en place d'un système parlementaire. En fait, la victoire de Napoléon, que ce soit Waterloo ou ailleurs, est souvent prétexte aux auteurs à imaginer une CE avant l'heure. Je dis volontairement CE, parce qu'il y a même eu des textes anglais très critiques sur la CE qui utilisent l'Uchronie d'ailleurs pour cela. Ça peut être aussi prétexte à une forme de loufoquerie. Camille, en 1939, lui, dans un texte assez drôle à lire, assez plaisant, crée une dynastie, Napoléon II, Napoléon III, Napoléon IV. Je crois que c'est Napoléon V qui règne évidemment en 1939, et vous imaginez qu'il n'y a pas de Seconde Guerre mondiale. Si Grouchy était arrivé le premier, c'est également Floriot qui, dans les annales de revues tout à fait sérieuses, fait un essai. Là, on est en 1956. Je fais exprès d'insister sur les dates. Grousset, avant lui, dans Figure de proue, fait 2 pages magnifiques sur l'empereur, et complètement uchronique, l'empereur légal d'Alexandre, après la campagne d'Égypte, partant vers l'Est, coupé par les Anglais, et finalement s'intéressant plus à l'Europe, mais faisant des conquêtes complètement vers l'Est. Et là, on a un trou. C'est-à-dire, globalement, entre les années 60 et les années 2000, on a un trou quand même, notamment en francophonie, avec Belgique, Canada, francophone et bien sûr Suisse compris.
mais également chez les anglo-saxons. Et l'Uchronie napoléonienne revient très à la mode au début des années 2000, notamment avec Jonathan North, historien américain, qui publie The Napoleon Option, qui est une anthologie de plusieurs historiens américains, chacun dans ce domaine de spécificité de Napoléon, faisant explicitement une uchronie. Au passage, je note que les historiens français, quel que soit leur domaine, ne sont toujours pas amusés à faire ça, alors que c'est très classique aujourd'hui en Scandinavie, en Amérique du Sud, pas que chez les Américains, que les historiens d'un domaine tout à fait sérieux, un peu comme Toynbee l'avait déjà fait en 1930, fassent de l'uchronie sur leur domaine, mais tout en restant sérieux, il ne s'agit pas d'une œuvre romanesque. Mais en France, il y a encore une espèce de chape de plomb, même si ceci évolue énormément ces dernières années, et je sais combien le musée des Invalides a aussi contribué à cette évolution. Dans les années 2000-2010, là, on va voir effectivement un certain nombre de romans, mais également des études. Par exemple, en 2015, Reverchon a publié chez Economica « Et si Napoléon avait gagné à Waterloo ?» Et ce qui est très intéressant dans son essai, c'est qu'il s'intéresse à essayer de démonter la part dans la bataille de Waterloo, en tout cas dans ses approches uchroniques, entre les deux extrêmes de l'Uchronie, même les deux extrêmes de la tentation historique, que sont l'homme providentiel d'un côté et les marées de l'histoire de l'autre. Autrement dit, le problème de l'Uchronie, c'est qu'elle est tiraillée entre l'approche de Carlyle, qui dit que globalement quelques hommes illustres font l'histoire, et puis je dirais, je suis caricatural, hein, vous m'en excuserez, parce que le temps est court, et une approche marxiste qui dit que de toute façon, si on change d'histoire, quand les marées d'histoire sont fortes et que quand quelque chose doit arriver, si l'invention du chemin de fer doit arriver, même si ce n'est pas un tel qui l'invente, c'est quelqu'un d'autre qui va l'inventer. Voilà. Donc elle est quand même tiraillée entre ces deux modèles, et du point de vue des historiens, c'est à peu près 50-50. Du point de vue des romanciers, je ne vous étonnerai pas que l'approche carlylienne est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que le caractère romanesque est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, n'est-ce pas, avec des personnages illustres qui meurent ou qui ont un caillou. Voilà. Et cette approche de Reverchon est très intéressante. Je vais revenir un instant sur le caractère nostalgique de l'Uchronie, parce que je pense que c'est là-dessus que je vais essayer de conclure. Mais je voudrais citer quand même que les soupçons d'Uchronie, ce que j'appelle les soupçons d'Uchronie, c'est l'apparition d'Uchronie sur Waterloo en particulier à travers des études, restent encore nombreux aujourd'hui. Hein. Dans le Waterloo de Barbero, vous avez presque un chapitre complet où il s'amuse à réécrire l'histoire. Vous avez aussi Thierry Lenz dans son Napoléon qui brode avec l'Uchronie. Alors, la bataille de Waterloo, proprement dit, elle a été beaucoup refaite, en tout cas par les militaires anglais et allemands, sous forme de Kriegspiel, dès le XIXe siècle, hein, dans les écoles allemandes, parce que c'est quand même les Allemands qui ont inventé le Wargames. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes emploient le mot Wargames, c'est Kriegspiel. Elle a été, à ma connaissance, mais vous pourrez peut-être me compléter du point de vue du musée de l'armée, mais peu refaite en France, on peut comprendre pourquoi. Néanmoins, il n'y a tout Wargames ou tout Kriegspiel est par nature uchronique, puisque on va rejouer une bataille et donc, par définition même, elle peut aboutir à un autre scénario. Moi, ce que j'appelle un wargame uchronique ou un Kriegspiel uchronique, c'est une bataille qui débute dans un monde qui est déjà uchronique. Et ça, il faut noter qu'à l'heure actuelle, il y en a pas mal, y compris sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'Antiquité, il n'y en a aucune sur les batailles napoléoniennes. Donc c'est assez intéressant. Les batailles napoléoniennes sont plutôt refaites telles qu'elles ont été décrites, avec toute la difficulté d'ailleurs de connaître les positions de départ. On a l'Uchronie au sens de Renouvier est pure. J'aime pas beaucoup le mot pur, surtout dans les contextes actuels, mais c'est-à-dire que l'histoire est refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être. Maintenant, évidemment, les écrivains, eux, ne sont pas tenus à se tenir à Renouvier. Et vous avez des affrontements à Waterloo mettant en scène des ogres, des nains et des elfes, n'est-ce pas ? Comme c'est le cas dans le Wargame, sa figurine Flintlock. Vous avez la très belle série de Naomi Novik qui revoit finalement toute l'histoire du XIXe siècle, mais avec les dragons en plus. Mais c'est assez précis, il faut le reconnaître. Vous avez une approche onirique dans Le Songe de Napoléon en 1930 par Abel Herman, ce qui fait qu'on ne sait pas bien à la fin s'il a rêvé ou si c'est vraiment une uchronie. Et puis après, vous avez l'apparition de la science-fiction proprement dit, qui découle des mondes parallèles et des voyages dans le temps, de l'invention en fait de Wells de l'idée d'une machine et de ceux qui vont voyager et changer l'histoire, comme dans Thierry en 1945 dans Échec au temps, ou encore dans Paul Van Herk, qui lui imagine que parce que le monde est devenu quasiment francophone, ou en tout cas l'Europe, suite à la victoire de Napoléon, eh bien, lorsqu'un certain Hitler naît avec son aigreur, il est obligé d'émigrer aux États-Unis et devient finalement le chef de la révolte indienne. Bon, voyez, on peut aller très loin dans le grand délire, mais restons sérieux et revenons sérieux. Juste pour mentionner quand même que l'Uchronie, évidemment, ça existe aussi en BD, Waterloo 1911, un cycle de BD récent. Ça existe bien sûr au cinéma. Là, il n'y a pas trop de Waterloo, soit au cinéma à la date, il y en a d'autres.
Et au théâtre, parce que je pense que Jean-Claude Dion a eu la gentillesse et l'élégance de ne pas mentionner, pour me laisser le dire. Alors, elle n'a pas été montée, je pense, donc il faut être très honnête. Une pièce uchronique est sur Waterloo. Alors, des pièces de théâtre uchroniques, moi j'en dénombre 15, à la date d'aujourd'hui. Bon, donc c'est pour dire que c'est quand même rare. Une pièce de théâtre belge uchronique des années 76 ou 75 par quelqu'un que les Belges connaissent très bien dans le monde napoléonien, qui est Robert Merger, puisque je crois qu'il a dirigé une société savante sur Napoléon pendant de très nombreuses années, et qui, je pense, sur la fin de sa vie, de manière très confidentielle, parce que c'est par rapport à d'autres études, a publié La prise de Bruxelles, 19 juin 1815, dans lequel Vandamme s'empare de Bruxelles, vous l'aurez compris, le 19 juin 1815. Alors, je ne sais pas comment ça se monte au théâtre, mais Jean-Claude nous expliquait tout à l'heure qu'on peut très bien imaginer des scènes avec des chevaux. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bon, les prétextes quand même dans tout ça. Il y a des prétextes, et je vais bientôt conclure, je rassure mon voisin, il y a des prétextes à utiliser une victoire de Napoléon. L'un des prétextes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour beaucoup d'auteurs est de s'interroger sur l'Europe et sa construction, qui aurait pu être plus tôt ou pas. Ou critiquer d'ailleurs sa construction, parce que l'Uchronie est toujours un prétexte. On fait de l'Uchronie soit pour s'amuser, comme je le disais tout à l'heure avec les nains et les dragons, soit parce qu'on veut passer un message. Et notamment un message pour le futur, c'est-à-dire en analysant le passé, ce qu'il aurait pu être, on essaye de passer un message aussi aux générations actuelles sur ce que pourrait être finalement notre futur à partir des choix du présent. Certains imaginent, par exemple, en restant sur l'homme providentiel Napoléon, qui va s'échapper après Waterloo. Donc là, Waterloo, il l'a bien perdu, mais il s'échappe aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui a été un vrai projet, il faut le savoir. Alors là-bas, on a deux cas de figure. On a ceux qui, comme Ginette Major dans l'exil en Amérique, imaginent l'empereur régnant sur une cour vieillissante et racontant ses histoires et les revisitant. Et puis d'autres dans lesquels c'est plus fort que lui. Il part en Amérique du Sud et devient une forme de Che Guevara avant l'heure. On voit bien que les gens essayent de garder les caractères des personnages tels qu'on les connaît pour imaginer. Dans un livre intéressant, assez difficile à se procurer, de Bernard Quillier, qui s'appelle La véritable histoire de France, alors dont le point de divergence n'est pas Napoléon, mais la Révolution. Napoléon, évidemment, dans ce monde-là, reste un bon soldat bien fidèle à la France. Il perd ses deux jambes lors d'une campagne en Irlande contre l'Angleterre et finit comme gouverneur des Invalides. Je ne résistais pas à le citer aujourd'hui ici. Voilà. Alors, l'empereur aimant les scientifiques, parfois, il gagne la bataille de Waterloo, ou d'ailleurs, il gagne toutes ses batailles, comme dans l'aviateur de Bonaparte de Jean de Grève. C'est l'histoire secrète, c'est pas du chronique, parce qu'il avait un dirigeable ou un aviateur, et évidemment, il perd Waterloo parce que l'homme en question a été capturé et qu'il n'a plus les mêmes informations, ou bien Lavoisier a inventé la dynamite avant qui on sait chez Duniac. Bon, voilà, très bien. Bon, pour terminer, quand même, et avant de conclure avec une citation de Paul Valéry, je dirais, les uchronies napoléoniennes, pour les Français, sont nostalgiques en ce sens qu'elles sont pessimistes. Alors je vais tout de suite créer un blanc dans l'assistance, par opposition aux uchronies où les nazis ont gagné la guerre, qui, elles, sont optimistes. Et là, en général, quand je dis ça, j'ai un blanc, on est à deux doigts d'appeler la sécurité pour me faire sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les nazis ont gagné la guerre dans une uchronie, le point de vue est optimiste parce que ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, à moins d'être un nazi, est meilleur que ce qu'il aurait pu être. Et pour les Français, en général, écrire une uchronie sur Napoléon, surtout d'ailleurs dans les années 60 ou 50, c'est finalement regretter un monde qui deviendrait plus francophone qu'un monde qui est en train de devenir anglophone. Voilà, donc c'est donc ce lien entre finalement Napoléon, l'approche uchronique nostalgique que décrit si bien Emmanuel Carrère, avec sa définition de l'uchronie, un exercice nostalgique et vain, qui est important. Or, moi je constate, et je lance un appel s'il y a des sociologues ou des psychologues dans la salle, parce que l'uchronie est utilisée comme outil scientifique, là je dis bien scientifique, dans un certain nombre de sciences. C'est utilisé en économie, en finance, c'est utilisé en psychiatrie, c'est utilisé même en botanique, c'est utilisé en analyse de risque. J'ai même eu à faire des séminaires là, vraiment sérieux sur les travaux tout à fait. Mais il faudrait peut-être se poser la question de savoir ce qui motive les gens à écrire des uchronies par rapport à leur psychologie. Moi, je constate quand même que pour les parties francophones, entre les années 60 et les années 2000, cette uchronie nostalgique disparaît et qu'elle a l'air de réapparaître très sérieusement ces derniers temps. Or, en même temps, moi j'entends dire partout qu'on a le sentiment de perdre de nos valeurs, de ne plus retrouver les imageries de notre passé, etc., etc. Vous avez un phénomène extrêmement inverse aux États-Unis.
avec le choc d'Hiroshima, qui vraiment est un choc uchronique pour les Américains, puisque la science n'est plus bonne. Et puis, au contraire, dans les années 70-80, avec le développement de nouvelles technologies, là, une approche de l'Uchronie qui s'inverse. Donc, c'est quand même assez intéressant de se poser la question, et je pense que certains devraient se pencher sérieusement là-dessus, sur l'Uchronie comme révélateur, j'ai envie de dire, quelque part, d'un mal-être ou d'un bien-être de notre population. Alors évidemment, ça reste un exercice vain, parce que comme disait un sociologue belge, Stéphane Bernard, dire que la France aurait gagné à Waterloo ou pas, pour lui, il y aurait certainement le même nombre d'autos circulant à Londres et à Paris aujourd'hui. Alors ça reste à prouver, comme toujours, voilà, parce que c'est effectivement difficile. Je vais terminer, si vous me permettez, parce que j'aime bien cette situation, et je pense qu'elle reflète un peu l'esprit que vous avez voulu donner au colloque, par une citation de Paul Valéry, qui écrivait dans ses variétés, je cite, « Observez ceci sur vous-même, toutes les fois que l'histoire vous saisit, que vous pensez historiquement, que vous vous laissez séduire à revivre l'aventure humaine de quelque époque révolue, l'intérêt que vous y prenez est tout soutenu du sentiment que les choses eussent pu être tout autres, tournées tout autrement à chaque instant, vous supposez un autre instant suivant celui qui est suivi. À chaque présent imaginaire où vous vous placez, vous concevez un autre avenir que celui qui s'est réalisé. Si Robespierre l'eût emporté, si Grouchy fut arrivé à temps sur le terrain de Waterloo, si Napoléon avait eu la marine de Louis XVI et quelques suffraines, si, toujours si. Cette petite conjonction « si » est pleine de sens. En elle réside peut-être le secret de la plus intime liaison de notre vie avec l'histoire. Elle communique à l'étude du passé l'anxiété et les ressorts d'attente qui nous définissent le présent. Elle donne à l'histoire les puissances des romans et des contes. Je vous remercie pour votre attention.